appelez-vous? Simone Villalta. Où et quand avez-vous été arrêté? J'ai été arrêtée à Angers le 2 avril 1943. Pouvez-vous nous dire dans quel camp vous avez été J'ai été arrêtée et déportée au camp de Ravensbrück, à une centaine de kilomètres de Berlin, plutôt vers la Baltique. Pour quelle raison? Pour résistance, fait de résistance. Ce que peut-être vous voudriez savoir davantage, c'est est-ce que vous aviez un engagement politique? J'avais un engagement, oui. Votre famille Oui, était donc... ma famille était une famille de militants. Qui vous a dénoncé? Comme je faisais partie de la résistance, c'était des jeunes qui s'en allaient en Angleterre, et c'est la maman d'un de ces jeunes hommes qui m'a dénoncé. Il y en avait 80 auparavant qui étaient déjà passés en Espagne pour rejoindre la France libre. Comment s'est passé le voyage? Dans le camp, camp. dans le wagon. Bon, dans le wagon, nous avons voyagé en wagon à bestiaux. Et arrivé à Berlin, il y a eu des bombardements, il a fallu arrêter le train. Et bien sûr, nous, on n'a pas été touchés. Et après, on est reparti de Berlin jusqu'au camp de Ravensbrück. En plein mois de juillet, il commençait déjà à avoir des flocons de neige. Vous aviez une anecdote tout à l'heure, Oui. Vous pouvez nous la J'ai raconter? une de mes amies qui a été déportée en même temps que moi, qui avait accouché au Val-de-Grâce. Et quand nous avons voyagé à wagon à bestiaux, elle avait une montée de lait. Nous avons été obligés de nous occuper d'elle pour pouvoir essayer qu'elle soit pas trop mal en arrivant à Ravensbrück, parce qu'on savait qu'on partait à une destination inconnue, mais on ne savait pas encore qu'on partait dans des camps de l'horreur. Que ressentiez-vous pendant le trajet? On était là, on commençait déjà à être solidaires les unes des autres, et déjà on essayait de dire peut-être que demain on s'en sortira, mais on ne savait que demain on ne s'en sortirait pas. Mais on avait déjà cette solidarité déjà. Comment s'est passée l'arrivée dans les camps? Très mauvaise. Les femmes déportées, les femmes SS nous attendaient avec les chiens et elles nous ont fait rentrer dans les douches, couper les cheveux, raser à certaines, et après les douches chaudes, les douches froides. Elles nous ont habillés et nous ont mis dans des baraques. Comment était la vie quotidienne dans les camps? La vie quotidienne était très mauvaise et très, très, très dure. Réveillé à 5 h du matin et pour faire un appel à 6 h, mais il fallait essayer de s'en aller, ils appelaient ça les Allemands des Waschrooms. C'était des robinets qui étaient sur un tuyau et il fallait se laver à l'eau, nous n'avions pas de savon. On commençait déjà à avoir des poux. Et là, ils nous faisaient l'appel pour pouvoir après nous envoyer travailler dans les usines, ou dans le camp. La nourriture, c'était complètement inexistant. Non, inexistante, non. Du café, c'était de l'ersatz le matin. À midi, une gamelle de soupe, si on peut appeler ça une soupe. Et le soir, quand on rentrait de travailler, on avait droit à cette gamelle de soupe aussi. Et alors, quand on était malade, la solidarité existait et nous avions des amis qui s'arrangeaient pour avoir une deuxième gamelle de soupe pour qu'on puisse tenir le coup. On ramassait aussi des détritus de pommes de terre, etc., que les Allemands mangeaient. Rien qu'avec les épluchures, bien des fois, on partageait notre part de pain pour avoir des épluchures. Avez-vous été victime de violences corporelles ou morales dans le camp? Oui, beaucoup. Très. J'avais une tête à coup. Parce que j'étais assez rebelle. C'est-à-dire? Je me révoltais chaque fois qu'on me battait, je levais le poing et puis j'en avais encore plus. J'en recevais plus. Quelle hygiène avez-vous dans les camps? Il n'y avait aucune hygiène. Alors la première fois parce que quand nous sommes arrivés, qu'on nous a mis
l'épouillage, on nous a donné des vêtements qui appartenaient déjà aux mortes. Et la première fois que je me suis grattée, et que j'ai trouvé un pouls, je ne savais même pas ce que c'était qu'un pouls blanc, c'était des poux de corps. On était plein de poux de corps. Après, on avait des poux et on avait des morpions et des punaises, toutes sortes de vermines. Voilà, Simone, pouvez-vous nous expliquer voilà, Alors, ce que ici, c'était, comment, pourquoi, voilà. Ici, c'est l'écusson qui correspond à l'écusson politique, hein, rouge, la France. Et là, le numéro, c'est le numéro de convoi dont on faisait partie. Alors, chaque convoi avait un numéro différent. Et ça, il y a des chiffres fabuleux, je ne peux pas vous dire. Moi, j'étais dans les premières. Hein. Avez-vous côtoyé des juifs? Mais, on était tous, toutes sortes de nationalités, des juifs, des tziganes, il y avait toutes sortes de nationalités et toutes sortes de... Les juifs, ils avaient une étoile jaune avec le J, tandis que, comme je vous ai expliqué, moi j'avais un écusson rouge comme tous les politiques, avec l'insigne qui représentait par exemple la France F, l'Espagne un S, la Pologne un P, etc. etc. Nous avions, les Tziganes, ils avaient encore une autre écusson pour avoir, il y avait même des droits communs. Hein. Y avait-il des chambres à gaz? Oui, à Ravensbrück, oui. Quand nous sommes arrivés à Ravensbrück, on est resté 3 semaines en quarantaine et on sentait les os calcinés. Enfin, nous, on était un peu loin, notre baraque était un peu plus loin. On sentait seulement que les os calcinés. Est-ce que vous saviez qu'il y avait ces chambres à gaz? Non, à l'époque, non. Qu'est-ce qui vous faisait garder espoir? La solidarité entre nous toutes. vous pouvez un peu C'est ce qui nous a aidés à vivre tout le temps que nous avons vécu là-bas, c'est la solidarité. Y a-t-il eu des tentatives d'évasion? Pas dans le camp où j'étais, parce que nous étions entourés de fils de fer barbelés et on savait que si on s'évadait, c'était la mort. Quelle relation avez-vous avec les Allemands, les femmes qui vous gardaient? On n'avait pas de relation, au contraire. Elles nous battaient. Quelle sorte de travail faisiez-vous? Alors, on avait toutes sortes de travail. Moi, j'étais destinée à un convoi qui allait travailler dans une usine. C'est des usines Siemens. Et on faisait aussi des V1 pour les avions. Connaissiez-vous des gens qui étaient dans le camp? Des connaissances? Non, des amis retrouvés? on s'est retrouvés, bon, deux ou trois personnes qui appartenaient à mon réseau, d'accord. Mais enfin, on a fait des connaissances et on est rentrés, on est très unis, c'est même plus que la famille. Avez-vous perdu des êtres chers dans le camp? Pas dans le camp, mais pendant que j'étais au camp, j'ai perdu mon père, qui faisait la résistance et qui s'était caché. Et quand je suis rentrée, je ne l'ai pas vu. Quelles sont les personnes côtoyées à votre retour et comment ont-elles réagi? Les personnes dans mon entourage. Disons l'accueil. L'accueil très bon. De la population. À Hendaye, ça a été fabuleux. On est venu me chercher à la gare d'Hendaye, me ramener jusqu'à la maison et que ce soit la mairie ou que ce soit même quand nous sommes rentrés, il y a eu un très bon accueil parce que j'étais seule femme et j'étais revenue en vie. Comment vous expliquez le fait que pendant quand même pas mal d'années, on n'a pas entendu les Voilà, déportés? nous ne pouvions pas en parler. Voilà, nous ne pouvions pas en parler. Vous pouvez préciser? Non, on ne pouvait pas en parler. On ne pouvait pas. On a attendu longtemps.
Même mon fils quand il a eu 13 ans, il ne le savait déjà pas. Et comme un jour que j'étais très malade, il a demandé à son père pourquoi maman est toujours malade. Et son père aussi avait été déporté. Et il a dit, parce que maman est passée par les camps. Et il lui a expliqué tout, parce que c'était un garçon, il a très bien compris, et il avait 13 ans. Ça, vous avez montré à vos enfants? Ah oui, et à mes petits-enfants aussi. Oui, mais pas de suite à vos enfants? Ah non, mais mon fils, je ne lui avais jamais montré. Il a fallu que j'attende si longtemps pour le lui montrer. À quel âge? Oui, je vous dis 13 ans. On pensait qu'on n'allait pas être compris. Parce que passer par ces horreurs... Oui, c'était tellement en dehors de la vie que ça semblait irréel. Ah oui. Quoi, presque. C'était irréel. Irréel. Les coups, le froid, la faim, la soif. On est arrivé à boire de la neige. On avait soif. Non, non, mais c'est l'horreur. Alors, plus jamais ça, bien sûr. Ah, j'arrête pas de le dire, plus jamais ça. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux jeunes aujourd'hui, comme ceux-là qui ont 15 ans, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut être vigilant? Ça, on sait qu'il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Mais moi, je pense une chose, que je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Merci à vous, les enseignants, de pouvoir me permettre de transmettre ce message. Et je pense que demain, quand même, ils pourront transmettre les valeurs humaines. Et je pense que la liberté n'a pas de prix. La liberté n'a pas de prix. Et je vous fais confiance. Réfléchissez à ça et plus jamais ça.